sexué ou le sexe, comme on dit en... Le sexué, c'est le sexe, comme on dit aux États-Unis et comme on dit dans les médias, n'est-ce pas? C'est le sexué. Alors, que deviennent ces messages de l'adulte soignant à l'enfant? Mon hypothèse, c'est que ces messages sont enregistrés, stockés tels quels, si l'on peut dire, et qu'ils vont être seulement en un second temps réactivés. Et étant réactivés en un second temps, c'est le schéma fameux de Freud du traumatisme. Étant réactivé en un second temps, il se donne l'impression de venir de l'intérieur et non plus de l'extérieur. Et le traumatisme, la théorie fondamentale du traumatisme chez Freud, c'est que le traumatisme est toujours autotraumatisme. Pourquoi il est autotraumatisme? C'est parce que même un traumatisme extérieur est muté en un second temps en un traumatisme intérieur. Ce message donc est à telle ou telle occasion, à tel ou tel moment de la vie de l'enfant, certainement pas très tard, hein, pas à la puberté, pas très tard. Ces messages sont donc réactivés et à ce moment-là, que faire d'un message sinon se demander, sinon lui donner un sens, sinon dire qu'est-ce qu'il a bien voulu pour vouloir me dire. Et qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir me dire? C'est, encore une fois, se dire. C'est là que je ne suis pas lacanien. Se dire n'est pas du langage articulé, pas forcément, pas primairement du langage articulé, c'est aussi bien du langage gestuel, mimique, etc. Donc se dire doit, mais même, et là vous pouvez vous référer à un linguiste comme Jacobson. Jacobson indique très bien que même dans les langages non verbaux, c'est-à-dire dans les systèmes sémiotiques, il peut y avoir des traductions entre systèmes sémiotiques. Prenez un système sémiotique comme le système tout bête des signaux de la circulation. Il est évident que vous pouvez traduire ce système sémiotique en un autre système sémiotique, ou vous pouvez aussi le traduire en langage verbal, bien sûr. Ou vous pouvez traduire le trait barré en défense de stationner. Bon, c'est une traduction, c'est un passage dans un autre code. Donc ce que je veux dire, et pour moi ce qui est important, c'est que le temps de la traduction, c'est-à-dire le temps de la réappropriation en somme du message, est très important. Et que ce temps de la traduction ne se fait jamais sans reste du moment où, spécialement du moment où il contient des éléments sexuels. C'est-à-dire des éléments non compréhensibles, non préhensibles, pourrait-on dire, non saisissables par celui qui traduit. Ici, bien sûr, ce que j'appelle cette théorie traductive du refoulement, puisque c'est le refoulement que je désigne par là. Cette théorie traductive du refoulement m'est venue à la fois d'une instigation de Freud, comme c'est généralement et presque toujours le cas, notamment une fameuse lettre 52 de la correspondance avec Fliss, où Freud parle de traductions successives dans des langages différents, donc de la constitution de l'appareil psychique par des traductions successives, mais m'est venu aussi de mon expérience de traducteur, il faut bien dire, parce qu'il faut dire que je suis un peu un drogué de la traduction, ou presque. Bon, enfin un drogué non, mais je dois dire que la traduction est devenue
une espèce de seconde nature, et qu'il est évident que même dans une traduction d'un texte théorique, il y a toujours des moments où on laisse tomber quelque chose. Mais à plus forte raison, on laisse tomber quelque chose. On laisse tomber quelque chose en fonction de la polysémie du langage d'origine, de l'allemand, ou de la pauvreté du français, ou inversement de la pauvreté de l'allemand, ou de la trop grande richesse du français. Car je ne pense pas que l'allemand soit spécialement plus riche que le français en cette occurrence. Bon, mais à plus forte raison, lorsque ces messages comprennent comme des symptômes, sont compromis, c'est le terme que j'emploie, sont compromis au sens de ce que Freud nomme formation de compromis. Ces messages sont compromis par l'inconscient de l'adulte. Bon, alors, si vous voulez, la théorie du refoulement, et qui est aussi une théorie de la pulsion, bien sûr, parce que, en mon sens, la pulsion infantile n'a pas d'autre sens que d'être l'effet de ces signifiants qui sont tombés, signifiants verbaux ou non verbaux, j'insiste, qui sont tombés de la traduction et qui sont restés dans l'inconscient. En d'autres termes, je ne suis pas du tout contre, je ne nie pas la théorie instinctuelle de la sexualité, mais il faut tenir compte du fait que nous avons, et chez Freud, deux termes là. Nous avons le terme de trieb, qui nous traduisons à juste titre par pulsion, et nous avons le terme de instinct, que nous traduisons à juste titre par instinct. Or, instinct, c'est évidemment ce qui surgit à la puberté ou à la prépuberté avec la poussée hormonale, et évidemment, l'homme n'est pas différent des autres animaux de ce point de vue-là. Il a également une action, une poussée, un instinct sexuel qui a pour origine essentiellement le système hormonal. La seule différence, et là on n'entre pas dans la psychologie de l'enfant mais dans celle de l'adolescent, c'est que, pour employer une métaphore que j'utilise parfois, la sexualité instinctuelle, lorsqu'elle arrive à la puberté, disons, trouve déjà la place occupée par la pulsion. La place est déjà occupée par la sexualité infantile, qui est une sexualité centrée sur les signifiants et les fantasmes inconscients. Donc, le conflit pubertaire est le fait que ça ne se passe pas du tout de la belle façon dont Freud veut le décrire, cette espèce d'intégration des stades dans un stade génital. C'est vraiment, ça ne se passe pas forcément bien du tout, parce que le siège est occupé et qu'il va falloir trouver le moyen de trouver une espèce de compromis entre la sexualité infantile, qui est une sexualité donc prégénitale ou paragénitale, ou même non sexuée, et la sexualité instinctuelle d'origine hormonale. Que vous dirais-je d'autre? Je peux vous dire encore deux ou trois petites choses. J'ai encore le temps. Bon, de toute façon, moi je tiens surtout à pouvoir discuter. Vous me direz, et l'Édipe? Et l'Édipe dans tout ça? Eh bien, d'une part, je pense que l'Édipe
correspond à une situation sociologique particulière qui n'est pas universelle. C'est la première chose. Il y a des populations sans père ni mari, donc sans nom du père, comme diraient les lacaniens, des sociétés sans nom du père, même si elles ne sont pas très nombreuses, elles existent, elles ont été bien décrites. Et d'autre part, une perspective, même abstraite comme celle du clonage, nous fait penser qu'après tout, il faudra bien que l'homme continue à être homme, même sans complexe d'Édipe. Donc le complexe d'Édipe, à mon avis, fait partie du préconscient, fait partie du refoulant et non pas du refoulé. Loin de penser, donc vous voyez là, je m'inscris en opposition avec Freud, pour lequel l'Édipe est le noyau de l'inconscient. Je pense que l'Édipe, au contraire, l'Édipe relationnel, pas tel qu'il est décrit par Freud lui-même, avec ces deux variantes, sur laquelle d'ailleurs on n'insiste pas tellement sur la variante homosexuelle, parce qu'elle est plus gênante, donc généralement on parle surtout de l'Édipe hétérosexuel, mais Freud a bien dit que l'Édipe était dans les deux sens. Hein. Bon. Donc l'Édipe pour moi n'est loin d'être du refoulé et du refoulant. L'Édipe fait partie des structures proposées par la société à l'enfant, évidemment d'une façon particulièrement prégnante, pour arriver à essayer de traduire ce qui lui arrive de l'adulte, donc de le mettre en ordre. C'est une espèce de code parmi d'autres, un code certainement majeur, mais c'est un code. Je dirais aussi autre chose, c'est que le complexe d'Édipe et la conception psychanalytique de l'inceste met l'accent sur l'endogène. C'est-à-dire que tout ça, ça vient de l'enfant. Tout ça, ça vient de l'enfant. Or, que voyons-nous, non pas dans la pratique psychanalytique, mais dans le quotidien, c'est que le plus souvent, l'inceste et l'Édipe vient des parents et non pas de l'enfant. Si bien que l'Édipe est une conception, à mon avis, que j'appelle ptoléméique, c'est-à-dire une conception qui recentre les choses sur l'individu, le sujet si vous voulez, mais enfin, je n'utilise pas tellement ce terme, mais peu importe, qui recentre les choses, qui est ipsocentrique, ptoléméique, et aussi bien que le complexe d'Édipe, on pourrait, peut-être mieux que le complexe d'Édipe, le mythe avait trouvé juste avec le complexe de Phèdre, parce que Phèdre, c'est elle qui prend l'initiative vis-à-vis d'Hippolyte, et c'est elle qui le fait accuser ensuite d'avoir pris l'initiative. Vous voyez, vous avez à la fois l'aspect copernicien, c'est-à-dire que ça vient de l'autre, et ensuite c'est attribué au sujet, et vous savez que ça a été attribué à Hippolyte. Vous n'avez qu'à relire la tragédie de Racine, entre autres. Bon. Je pourrais vous dire beaucoup de choses, puisque je suis dans une causerie. Je dirais qu'une telle conception va à l'encontre de l'idée que l'animal inconscient est en nous au départ, que l'animal est en nous, que nous avons à le maîtriser. Il est mis en nous par leur foulement. Également l'idée que le primaire vient avant le secondaire,
Mais enfin là,